ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Bonjour à toutes et tous, salut tout le monde, on est hyper nombreuses et nombreux aujourd'hui. Pierre Jacquemin, salut Pierre. Salut Laurence. Nathalie Théo, salut Nathalie. Salut Laurence. Et Yuli Yamamoto, salut Yuli. Et salut je Laurence. dirai au fur et à mesure de la discussion un petit peu qui vous êtes. Aujourd'hui, on va parler d'un concurrent. On va parler d'un hors-série Politis, super beau numéro qui flash, qui pète. On dirait un peu une espèce d'hommage aux gilets jaunes et à tous les tags qu'il y a pu y avoir lors des nombreuses manifestations. Alors, ce hors-série, c'est toi, Pierre, qui en est à l'origine. Tu es rédacteur en chef de Politis. Et ce hors-série, il s'appelle « Gauche, où vas-tu ?» Point d'interrogation, avec plein de petites piques à la gauche sur toute la première page. Et pour parler de ce hors-série, il y aura donc une représentante, Nathalie, de la Ligue des droits de l'homme, de la LDH, et Yuli Yamamoto, toi, tu es co-porte-parole d'Attaque. Pareil, grande association dont on va parler. Voilà, donc on va interpeller la gauche, on va lui demander où elle va, va lui demander où elle est, on va lui demander ce qu'on fait. Alors, Pierre, déjà, pourquoi avoir eu cette idée d'interpeller la gauche dans un hors-série et comment tu l'as monté, ce hors-série ? Je pense qu'on est nombreux à se faire la réflexion qu'on va dans le mur, c'est-à-dire qu'il y a une échéance qu'on a tous en tête qui est l'élection présidentielle de 2027. On voit les médias Bolloré s'organiser avec le monde intellectuel, les médias, le milieu de l'édition, le cinéma. On voit un mouvement social qui essaie d'exister mais qui lui-même a du mal aussi à mobiliser. On sent les gens essoufflés, mais on sent aussi les gens très inquiets. Et on voit une gauche qui est en train de se déchirer, qui est en train de nous refaire le couplet des gauches irréconciliables, alors que quand on fait le point, et on le fait souvent à Politis, vous aussi, vous le faites souvent là-bas si j'y suis, on voit bien qu'y compris sur des questions programmatiques, il y a quand même mille raisons pour que tous ces gens s'entendent et fassent en sorte de créer les conditions d'une gauche forte en 2027 et qui ne soit pas là en étant larmoyante à se dire que de toute façon c'est l'extrême droite qui va prendre le pouvoir. En tout cas, nous, à Politis, on croit que non, tout n'est pas joué, tout n'est pas fait et que donc on a une légitimité mais aussi une capacité à mobiliser, je pense, dans Politis, différents acteurs du mouvement social, des intellectuels, du monde de la création, des artistes. Et c'est un peu comme ça qu'on a pensé ce numéro, qui était à la fois une interpellation, mais en plus en travaillant avec le graphiste qui a fait la couverture de Politis. C'est à la fois une interpellation à la gauche, mais c'est aussi une invitation à prendre part au débat. C'est-à-dire qu'on le voit sur l'affiche. D'ailleurs, on a financé un affichage public parce qu'on pense que c'est important de reprendre place dans l'espace public, de ne pas voir que les images de frontières, les images de valeurs actuelles, avec tous ces messages réactionnaires, racistes, xénophobes, etc. Et donc, on a voulu réexister dans l'espace public. Et je pense que les gens sont prêts à prendre part à ce débat, y compris chez les militants. On voit bien qu'il y a une envie de faire, il y a une envie de converger. Là, récemment, après ce numéro, on a fait un numéro sur la question de la création musicale, c'est-à-dire qu'après les appels du monde du cinéma, les appels du monde de l'édition, avec cette inquiétude qui est celui de l'extrême droite sur le monde de la création, on a voulu lancer l'appel de la musique. Donc les musiciens se sont mobilisés, il y a plus de 2000 gens qui ont signé cette pétition qu'on a lancée dans Politis dans un numéro spécial. Et là aussi, on voit que les acteurs ne sont pas organisés et ont envie de s'organiser, mais ont envie de s'organiser au-delà de leurs propres intérêts sectoriels, c'est-à-dire que le monde de la musique c'est bien, le monde de l'édition c'est bien, le monde des médias indépendants c'est bien aussi, le monde du cinéma c'est bien, mais il faut que ce monde-là converge et il faut qu'il converge au-delà avec les ONG, avec les syndicats, avec les intellectuels. Et c'est comme ça que je suis allé voir Nathalie, que je suis allé discuter avec Yuli, on est allé voir des intellectuels, mais il y a aussi Reporters sans frontières qui est dans le numéro, il y a Oxfam, il y a Sana Sitouli de Banlieue Climat, enfin voilà, on a essayé de travailler un peu tous les secteurs qui sont mobilisés, qui ont envie de converger, qui ont envie de faire des choses pour pas rester avec ce discours défaitiste, pessimiste
même si évidemment on est tous lucides sur le contexte d'une droite forte qui impose ses thèmes dans le débat public. Et sur le diagnostic, donc en effet, c'est un numéro dans lequel il y a de nombreuses associations, organisations, donc tu en as cité quelques-unes, il y a la CIMAD importante sur la question de l'immigration dont on a beaucoup parlé aussi, il y a la Fondation Copernic, il y a ATTAC, il y a la LDH, on va en parler, il y a l'Observatoire du sexisme en politique, et puis il y a des individus, il y a moi aussi qui suis intervenue sur la question de l'école, et le sommaire est un mélange à la fois, on peut dire, d'alerte, et puis de contre-propositions. Évidemment, c'est aussi une manière de dire on n'est pas complètement démunis. Dans son édito, Pierre parle quand même de risque de grand basculement. Alors, c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, évidemment, qui signifie la possible victoire de l'extrême droite. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce risque-là? Vas-y, Yoli. Oui, pour moi, le basculement, on l'a déjà vu dans le cadre de 2024, avec la victoire de l'extrême droite aux européennes. C'est déjà un signal très important. Pour moi, il y a une bascule quand même particulière qui se passe à ce niveau-là. Et la réaction qu'il y a eu derrière, donc c'est-à-dire la dissolution législative. Et là, on a assisté à ce miracle où toute la gauche, bras dessus, bras dessous, on a réussi à déjouer tout l'agenda politique et médiatique. On a réussi à déjouer le fatalisme, quoi. Et toutes les forces sociales qui se sont mobilisées d'une façon complètement dingue, avec même des gens qui n'ont jamais voté, qui sont quand même partis s'embarquer dans les convois de la victoire, en se disant là, il faut repousser de toutes les façons possibles l'avènement de l'extrême droite au pouvoir. Le convoi de la victoire, c'est un truc qui s'est organisé spontanément, extrêmement rapidement. Mouvement citoyen. Voilà, mouvement citoyen, des militants qui sont agglomérés et qui sont partis dans toute la France pour faire la campagne. Et il faut imaginer qu'il y a des gens qui n'ont jamais voté, qui ont pris ces convois, qui sont allés tracter et appeler à voter tellement l'urgence était extrême. Ça a fait ce qu'on appelait un sursaut, enfin un sursis, un sursaut, etc. Et en fait, pour moi, cette urgence qui est arrivée en 2024, elle est toujours là et elle s'accélère dangereusement avec effectivement une droitisation extrême dans le débat public. Enfin, on a l'impression d'un inversement total des valeurs, comme on a pu le voir dans l'affaire du néo-nazi tué Quentin Deran. Cette bascule, elle est réelle, elle est tangible, mais c'est pas impossible, puisque ce qu'on a réussi à faire en 2024, je pense qu'il y a une façon de continuer d'agiter et de repousser pour la présidentielle l'extrême droite, mais même durablement. Nathalie, toi, tu es à la tête de la Ligue des droits de l'homme, dont on rappelle quand même qu'elle s'est créée sur cette question de la lutte contre l'extrême droite. Une très grosse organisation, très attaquée, notamment par l'extrême droite, depuis quand même quelques années, mais ça s'est accéléré, de façon importante, avec y compris parfois quand même des alliés qui ne se disent pas forcément d'extrême droite, mais qui ont été aussi très virulents vis-à-vis de la Ligue. Et vous avez aussi une tradition, c'est là-dessus que je voulais t'entendre, une tradition quand même assez indépendante par rapport à la question des partis politiques. Je sais que vous êtes extrêmement prudent de ne surtout pas apparaître comme partisan de tel ou tel parti politique. Et là, dans cette logique justement de bascule, de nécessité d'un front, qu'on peut qualifier de front antifasciste. C'est d'ailleurs ce que tu fais, Yuli, dans le hors-série. Quelle est la position de la LDH? Quelle est sa possibilité de contribution? Oui, nous sommes une organisation politique et nous le revendiquons et c'est ce qui nous est maintenant reproché parce qu'il y a une sorte aussi de bascule de la façon dont on envisage les associations aujourd'hui où on a l'impression qu'une association ne peut pas porter un discours politique alors qu'en soi une association est politique et nous demandons aujourd'hui aux partis progressistes de s'unir. Si on veut contrer l'extrême droite, il y a absolument nécessité de faire une alliance qui peut même aller au-delà de la gauche c'est ce que nous identifions là par notre nouvelle résolution de 2026, c'est l'idée que de toute façon les centristes n'ont pas le choix s'ils veulent conserver l'état de droit, s'ils veulent défendre les libertés individuelles à minima et s'ils veulent aussi faire que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir parce qu'on considère que même chez les centristes, il y a une angoisse aussi de la part de certains de voir arriver l'extrême droite qui, là, ce sera une vraie bascule. Je dirais que, effectivement, les élections européennes, pour nous, ça a aussi été un marqueur dans la mesure où derrière, on a vu tout de suite les groupes néo-nazis, mais vraiment, parce que nous, on a près de 300 sections sur toute la France, donc on a vu tout de suite des sections qui nous ont alertés, des marches le soir ou dans la nuit par des groupes néo-nazis qui font des saluts nazis, qui chantent des chants nazis, des personnes LGBTI, les personnes qui sont
sont d'origine maghrébine ou qui sont noirs, qui sont agressés. On a vu tout de suite une augmentation, pas seulement des propos, mais d'actes violents, racistes et contre les personnes LGBT. Et puis, évidemment, certaines associations comme le planning familial ou autres qui sont attaquées. Et vous Donc, aussi, d'ailleurs. Et Carcassonne, nous aussi. fin de la subvention. Et les locaux. Les locaux. Oui, Ouais. c'est vrai, vos locaux ont été agressés. Par le pouvoir et Ouais. par l'extrême droite, on est attaqué. Ouais. Les médias, la bataille culturelle, on se demande un petit peu comment faire pour être à la hauteur du rouleau compresseur, justement, de cette emprise médiatique qui roule pour l'extrême droite. Est-ce que c'est encore possible ? Toi, tu es à la tête de Politis. Ici, on est à la base si j'y suis. On est des nains, en fait, faut le dire, par rapport aux grosses machines qui sont aux mains de l'extrême droite ou de... Voilà. Comment on fait ? J'ai le sentiment, je vais faire un parallèle qui peut être questionné, mais qui peut surtout déranger un certain nombre de mes amis et partenaires médias indépendants. Mais j'ai le sentiment parfois que dans l'écosystème des médias indépendants, c'est un peu la même bataille qui se joue du côté du politique, où chacun explique qu'il a sa chapelle et qu'il faut dépenser sa chapelle. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a quand même toujours ces logiques de il faut qu'on préserve notre identité, on a notre savoir-faire, et ce qui est tout à fait juste, je veux dire, entre Politis, Mediapart, Street Press, Basta, Regard ou d'autres, ou là-bas si j'y suis, chacun a son créneau, chacun a son histoire, chacun a sa sensibilité, chacun a aussi son objectif, ses publics cibles, etc. Mais je pense que on ne pourra s'en sortir. Moi, je pense même, pour le dire très franchement, on va tous crever si on ne décide pas de faire des choses ensemble. Et je pense que ça vient petit à petit, qu'on commence à faire des choses ensemble. On l'a vu d'ailleurs au moment de la dissolution. Les médias indépendants ont été un acteur important dans l'organisation des grands concerts, des grandes mobilisations place de la République à Paris. Et je pense qu'on va être... On n'est pas condamné, parce qu'en plus, je pense qu'il peut en sortir des choses extrêmement positives que de travailler ensemble entre différents médias. Nous, à Politis, on porte, on fait des choses avec d'autres médias très régulièrement, et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et il faut aller dans ce sens-là parce que, aussi, je pense qu'on est le bon endroit pour la convergence. C'est-à-dire que, là aussi, dans les associations, les ONG, les partis, les syndicats, souvent, il y a une logique de si c'est pas nous qui sommes à l'initiative, on n'ira pas, etc. Je caricature un peu, mais c'est parfois un peu le cas. Et donc, je pense que nous, médias, on a aussi un peu cette responsabilité de lancer des initiatives pour abriter des initiatives communes qui convergent ensemble. C'est-à-dire que nous, si on est une quarantaine de médias indépendants entre les médias nationaux, les médias locaux, parce qu'il y a plein de médias locaux qui vivent et qui font de l'information de qualité au plus près des villes, des régions ou des départements, et ben nous, ensemble, je pense qu'on est en capacité de lever une mobilisation, en tout cas pas seuls, c'est certainement pas nous seuls qui le ferons, mais en tout cas en étant les co-organisateurs d'une mobilisation. Je pense qu'on doit avoir ce rôle. Et je pense que, hélas, c'est triste et c'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est vrai que le contexte nous est favorable. Les gens ont tellement peur de cette concentration des médias, de l'appropriation de grands groupes industriels sur l'information et sur une information de qualité et indépendante. Et ils voient bien qu'il se passe des choses plus intéressantes du côté des médias indépendants parce qu'on n'est pas soumis à des intérêts financiers ou des intérêts autres. Donc je pense quelle est là notre responsabilité. Je pense que tout le monde est suffisamment mûr, ou en tout cas on travaille suffisamment ensemble pour savoir qu'il va y avoir des choses à faire ensemble dans les semaines et les mois à venir. Et ce sera là notre force. Parce que je pense qu'on est des nains les uns à côté des autres, mais ensemble on peut être des géants, on peut peser davantage, en tout cas sur la bataille culturelle, pour le dire de manière très pompeuse. Mais parce en que vrai, c'est nous les gentils. C'est nous les gentils. C'est nous les gentils. C'est ce qu'on dit sur la c'est côte. nous C'est les nous les gentils. gentils. Je suis d'accord. Voilà. Alors, on entend beaucoup, de toute façon, l'extrême droite, elle est déjà là, elle est déjà extrêmement puissante, elle dicte de toute façon les paniques morales, c'est elle qui en gros fait l'agenda politique, des grands débats, etc. Et toi, Pierre, tu nous as mis sur un exercice assez intéressant, qui est de nous contraindre à imaginer que l'extrême droite soit là. Donc dans différents secteurs, moi je l'ai fait sur l'école, et tu l'as demandé à Nathalie, donc sur la LDH. Nathalie, tu es juriste. Voilà, est-ce que tu peux nous faire ce portrait de notre socle des droits qui s'effrite ? Mais déjà, les droits et les libertés sont attaqués depuis fort longtemps. Je dirais que le moment où ça a commencé à vraiment être de plus en plus, c'est avec Nicolas Sarkozy. Donc c'est vraiment, ça fait déjà des années. Ça a malheureusement continué aussi avec François Hollande, avec l'état d'urgence pendant près de 2 ans. Et ça n'a fait que s'accélérer de plus en plus parce qu'il n'y a plus, on dirait qu'il n'y a plus de boussole en fait sur les droits et les libertés. En tout cas, tout ce qui est droits humains, ça n'est plus du tout un impératif, y compris de constitutif de ce qu'est la démocratie, alors même que c'est l'état de droit qui organise normalement la garantie des droits et des libertés, et que donc, logiquement, la démocratie, elle s'affaisse lorsque l'état de droit recule. Donc, on ne comprend pas que ça ne soit pas
plus porté. Mais s'il y avait l'extrême droite, là, ce serait la vraie bascule s'ils arrivent au pouvoir d'État, ce qui n'est pas la même chose qu'un pouvoir local. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient les commandes, notamment pour procéder par référendum, alors même qu'on sait que l'article 11, normalement, ne permet pas tout, mais ils veulent l'utiliser en dépit de cela pour pouvoir promouvoir leur politique qui est discriminatoire, donc s'opposer au principe d'égalité qui est inscrit dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et ils veulent justement faire en sorte de promouvoir la préférence nationale. Nous mettrons en œuvre un référendum. Dans ce référendum, il y aura la priorité nationale, c'est-à-dire le fait de pouvoir réserver les allocations sociales et notamment les HLM aux familles de nationalité française. Il y aura l'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers. Il y aura la suppression d'avoir l'accord du pays du droit du sol. Oui, mais nous obtiendrons ces accords et on pourra parler constitutionnel qui veille bien sûr à... Non, puisque notre référendum réaffirmera la primauté du droit français et il aura valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que nous faisons entrer le droit des étrangers musclés, renforcés dans la Constitution française, si toutefois les Français décident d'adopter ce référendum. Donc dans la Constitution. Est-ce que tu penses quand même que, parce qu'on dit toujours, non, mais ils feront jamais ça, enfin, ils sont plus intelligents que ça, ils vont y aller petit à petit. Toi, tu dis que tu t'es appuyé sur ce qui s'est passé à l'étranger aussi pour faire ton texte dystopique. De toute façon, oui, c'est par rapport à ce qui s'est passé à l'étranger, dans la mesure où il y a une reprise. Là où il y a l'extrême droite. Où il y a l'extrême droite, oui, bien sûr. C'est Orban qui a repris en main immédiatement la justice parce qu'il fait plier les juges pour leur imposer justement de ne plus appliquer les grands principes, les libertés, les principes. Et c'est aussi pour ça qu'il a été sanctionné par l'Union européenne, mais ça a été vrai en Pologne aussi. Regardez, Mélanie, elle a perdu, mais il n'empêche que ce qu'elle a voulu faire, c'était une réforme de la justice pour avoir le contrôle de la justice. Et heureusement, comme il fallait l'obtenir par référendum, le peuple italien s'est beaucoup mobilisé et elle a perdu. Pari perdu pour Giorgia Meloni. Après la victoire du non à son référendum sur la réforme du système judiciaire, la première ministre italienne a reconnu sa défaite, mais a déclaré qu'elle ne démissionnerait pas. Le non a obtenu près de 54% contre 46% pour le oui. Le taux de participation a atteint près de 59%. Le gouvernement de Giorgia Meloni estime cette réforme constitutionnelle indispensable pour garantir l'impartialité du système judiciaire. L'opposition y voit une tentative de mainmise du pouvoir sur les magistrats, critiquant une réforme qui ne s'attaque pas aux problèmes de fond, comme les procès trop longs ou les prisons surpeuplées. Le Parlement italien avait approuvé la réforme en octobre 2025, mais celle-ci n'avait pas obtenu la majorité des 2/3 nécessaires pour éviter un référendum. Donc ça aussi, c'est un signal d'espoir. C'est qu'on peut réussir peut-être à faire... Enfin, moi je dis peut-être parce que j'en suis pas sûre à 100%, mais je pense qu'on peut y arriver à faire comprendre, et cet article, merci de me l'avoir permis de l'écrire, parce que je me dis que peut-être ça va faire réaliser que si on n'a pas la possibilité d'avoir des appuis dans la justice, en fait, on est laminé. Donc, il faut absolument faire prendre conscience de ça, que l'extrême droite au pouvoir, elle tient la justice, elle tient déjà une grande partie des médias de grand public, donc il faut se rendre compte de ça, qu'on a quelques contre-pouvoirs et il faut leur permettre d'agir et d'avoir le poids possible pour pouvoir juger justement et faire prévaloir les droits et les libertés. Yuli, comment on s'organise C'est quoi la solution? C'est pour toi la question la plus facile. Super. Non, alors toi, tu interviens dans ce hors-série sous la forme d'une bande dessinée. Dessinée par Anna Piche. Voilà, merci. Excellente bénéiste. Donc on te reconnaît bien. En plus, tu t'es habillée aujourd'hui comme sur la BD. Merci. Et t'expliques que, en gros, et c'est normal, c'est le rôle d'Attaque et d'autres organisations, t'expliques que ça va passer par le mouvement social, ce qu'on appelle le mouvement social, société civile, mouvement social. Moi aussi, j'en suis. On peut y mettre les syndicats, les organisations. C'est à la fois la rue, mais aussi tout ce qui se passe autour, pas simplement dans la rue. Alors, je vais faire une question un petit peu innocente, mais est-ce que ça s'organise déjà un petit peu? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se font? Voilà, explique-nous, en gros, dans quelle direction on peut aller, comment on donne envie aux gens d'y aller. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est d'y croire déjà. Il va falloir y aller, on n'a pas le choix, c'est une question de vie ou de mort. Et on ne pourra même plus le contester puisqu'ils ont la police aux ordres. Le RN a la police totalement acquise et c'est même l'ancien secrétaire général du syndicat Alliance qui a quitté ses fonctions en 2017, qui a alerté sur la bascule idéologique de son syndicat qui était déjà... voilà. Il faut imaginer qu'on ne pourra plus contester.
On n'aura plus les moyens de contester parce qu'on est déjà fortement réprimé, parce qu'on a X procès, X attaques. On est déjà, la contestation sociale et politique est déjà en très grande difficulté. Donc, c'est une question de vie ou de mort pour nous, organisations. Donc, il faut y aller. C'est le final countdown, en fait. Mais aussi pour les personnes concernées, parce que ça va être les personnes minorisées, ça va être les précaires. Ils vont, en quelques réformes, ça va être un massacre. C'est déjà aujourd'hui, la politique de Macron est antisociale, mais les gens en grande difficulté, il faut imaginer ce que ça donnerait sur le RN. Donc pour moi, on a vraiment des conditions politiques de contexte où on peut tout donner, on peut tout lâcher. Ce qu'il faut, c'est pas se faire avoir par justement ce battage médiatique qui veut faire croire que la gauche est finie, la gauche est foutue, la gauche est divisée, qu'elle a rien à proposer et qu'en plus elle est même dangereuse parce que maintenant c'est la gauche qui est devenue l'ennemi de la République. Il y a tout un abattage pour nous faire croire que c'est nous qui portons des idées dangereuses pour la République. Inversement total des valeurs. Là, c'est dystopique, quoi, pour le coup. Et donc, ce que a montré le NFP, et on n'est plus dans les conditions du NFP, mais nous, société civile, il faut qu'on recrée la même dynamique sans faire du passéisme. Mais par exemple, si on prend l'exemple du Front populaire, c'est bien l'association forte des syndicats, des associations, des citoyens, citoyennes. C'est toute cette émulation qui a poussé à ce qu'ensuite il y ait une issue politique parce que c'est un immense mouvement populaire, citoyen, qui a envahi le débat public et qui a imposé un nouveau narratif, un contre-récit. Et c'est ça qu'il faut créer. On a pu le faire dans le cadre du NFP, où tout le monde s'en est mêlé d'une façon ou d'une autre. Là, il faut peut-être un petit peu plus formaliser, c'est ce qu'on propose, c'est de créer un cadre avec toutes les forces sociales, syndicales, associatives, citoyennes, les collectifs, les intellos, les médias indés, etc., réunir tout ce beau monde dans une campagne électorale, mais pour une société désirable et soutenable et résolument contre l'extrême droite. Notre objectif, ce sera que l'extrême droite ne passe pas en 2027. Et on en est capable parce qu'on a des ressources extraordinaires comme on l'a démontré en 2024. Il faut imaginer que ce qui s'est passé en 2024, même si on n'a plus les mêmes conditions du NFP, cette force-là, elle est toujours là. Et il faut la mettre en mouvement et lui créer un cadre. Donc nous, on voudrait proposer une campagne qui réunit un nombre d'organisations importantes qui ont une légitimité dans le mouvement social pour porter une campagne massive citoyenne à destination du grand public pour dire le RN c'est nul et ce qu'on propose c'est super chouette, je caricature. Mais en gros ça va être tu veux plus de crèches ? On va mettre oui, et on va mettre en dessous, le RN, lui, ne le veut pas. L'idée, ce sera d'avoir deux espaces. C'est avoir un espace où on va motiver nos troupes, dans un espace à partisans, fédérés, où ce ne sera pas de savoir si tu es à la CGT, à la LDH ou dans un parti. Ce sera vraiment, peu importe ton étiquette, un peu comme les Rosy. Il suffisait juste d'avoir un bleu de travail et on en était contre la réforme des retraites. Basta, quoi. À cause de Macron, en perdance, nous serons revenus sur les ronds. À cause de Macron, on vit révolution. À cause de Macron. À cause de Macron. Et d'ailleurs, les Rosy, c'était un mélange incroyable d'associations. Il nous montre son t-shirt, car c'est un t-shirt Les Rosy, donc voilà. on les croise à chaque fois dans les manifs. Et elle continue, c'est incroyable. Il faut imaginer sur les territoires ce que ça donne, mais juste pour dire, et on a fait pareil avec les casserolades, où on a créé un mouvement où c'était tout le monde qui se mélangeait. Cette campagne, elle vise ça, c'est-à-dire on se mélange toutes et tous. Il y a un espace chouette de joie où on va rien lâcher à l'extrême droite et on va porter nos idées, porter notre projet de société. C'est là où les médias indés doivent être dans la bataille et porter nos propositions et montrer que non, l'extrême droite ne changera pas la vie des gens, mais par contre, nos propositions, oui. Tu voulais intervenir? Oui, parce que Yuli dit quelque chose de très juste et moi qui m'a longtemps interrogé, qui était la question justement des références aux révolutions passées. Et c'est vrai que la gauche a souvent tendance à valoriser les révolutions passées, parle toujours de 1789, parle du Front populaire, parle de 68. Et moi, je me suis toujours posé la question, c'est le philosophe Geoffroy de Laganerie qui l'avait dit dans Politis d'ailleurs, et moi ça m'avait frappé, il disait il y a une tendance à la nostalgie, et la nostalgie empêche justement de penser. Et dans ce... Mathilde aussi dans Alors, Mathilde le dit, mais elle dit aussi quand même que, et je la cite, Mathilde Larère, l'historienne, qui a une interview justement qui raconte justement ce que la gauche
fait de sa mémoire révolutionnaire, elle dit les révolutions sont des imaginaires puissants et féconds pour inventer l'avenir. Et je trouve que ça doit être fondamental dans la manière dont on va penser la mobilisation à partir de la rentrée prochaine. Et Yuli, tu l'as fait divinement avec les Rosy. Inventer des méthodes de mobilisation festive, joyeuse, c'est important. Il faut savoir innover, il faut savoir inventer. Il y a quelque chose quand même que Macron a fait qui me paraît pas être si naze et à mettre de côté, qui sont les conventions citoyennes. Je trouve que c'est des modes de fonctionnement qui ont permis de rassembler des publics qui ne pensaient pas pareil. Et à la fin des fins, vous prenez le climat, vous prenez la fin de vie, vous prenez des sujets qui clivent et qui sont extrêmement clivants, mais précisément parce que le cœur de ces conventions, c'est la question du savoir, la question des scientifiques qui sont là-dedans et qui donnent des éléments de compréhension du monde dans lequel on est. À la fin des fins, les gens qui étaient en désaccord surtout finissent par être d'accord et sur un point qui est le point le plus radical et le plus compatible avec la gauche le plus souvent. Donc je trouve qu'il faut qu'on arrive à penser les méthodes aussi de la mobilisation et c'est extrêmement important de savoir innover, inventer et pas toujours vouloir refaire 69, 89 et le Front populaire. C'est un peu gentil parce que la fin des fins de les conventions citoyennes, c'est généralement quand même elles finissent aux oubliettes. Moi je parle de la méthode. Mais du processus. T'as raison, évidemment, ouais, elles sont toutes passées à la poubelle. Donc évidemment, mais sur le processus, je trouve hyper intéressant. Parce que je trouve qu'en fait, on est encore beaucoup trop dans une espèce d'entre-soi où on se convainc les uns les autres. Et je trouve que l'intérêt de la convention citoyenne, c'est cette espèce de tirage au sort qui crée des panels de gens intéressants et dont on arrive à convaincre de sujets avec lesquels ils sont en totale opposition. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des propositions, y compris sur la convention citoyenne. Glucksmann, bon, on ne sait pas très bien où il va et avec qui il va y aller, mais il a proposé les conventions citoyennes sur la question de l'immigration. Je trouvais intéressant qu'on repose la question de l'immigration avec les bons termes. Vous prenez les scientifiques, vous prenez toutes les personnes, les intellectuels, les chercheurs, y compris le plus grand, le meilleur du Collège de France, François Héran. Il faut que les gens sachent que l'immigration n'est pas un sujet, que c'est infinitésimal et que c'est pas l'invasion. Voilà. Donc quand les gens ils ont les éléments de compréhension scientifique entre leurs mains, ils savent prendre des bonnes décisions. Et je pense que, c'est pour ça que je pense que la méthode de mobilisation, elle est importante. On va terminer par une dernière question. On est tous complètement liquides, là. Il fait 40 degrés dehors. On est en pleine canicule, je le dis, parce que quand l'émission passera, peut-être qu'il fera 12. Et que tout le monde va se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi mal? Donc là, aujourd'hui, on en est, je crois, au 10e jour de canicule, donc rien ne va plus. Et je me disais quand même, est-ce qu'il ne va pas se passer un truc? C'est-à-dire que là, je me demande comment c'est possible que les gens ne se réveillent pas sur au moins cette question qui n'est pas simplement la question climatique, qui est aussi la question du système économique qui nous mène à cette question climatique. Tu le dis, toi d'ailleurs, Yuli, dans la BD, tu dis la question, c'est quand même la question de l'anticapitalisme. Voilà. Et moi, je me demande si cette canicule, ça ne va pas être un accélérateur de particules pour justement booster un petit peu ce mouvement social. Juste votre avis assez rapidement à tous les trois. Nathalie, j'ai l'impression non seulement j'y crois pas, mais c'est au contraire un accélérateur pour la position de l'extrême droite qui consiste à dire faut climatiser tout et il n'y a pas de réflexion derrière. Il se trouve que je suis candidate à la présidentielle, donc je viens vous dire que si je suis élue présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles. Et le problème, c'est que ce discours-là, si seulement les gouvernements successifs avaient un tout petit peu porté cette question environnementale, alors que là, c'est tout le contraire. On a vu la répression des mouvements écologistes, on a vu le fait que même les scientifiques sont complètement déconsidérés. Donc, malheureusement, ça porte après le discours d'extrême droite. J'ai vu aussi une une d'un journal où il disait « faut politiser la canicule ». Pour le cas d'Attaque, nous, on a une revendication très claire, c'est toucher au totem du partage des richesses. Parce que la réalité, quand on dit « tax the rich », c'est pas parce qu'on est contre la réussite ou la croissance ou la productivité. C'est que derrière, l'accaparement est tellement extrême que ça empêche de financer les projets, la protection sociale, etc. Mais surtout, c'est qu'il représente une façon de vivre qui est intenable, qui est insoutenable à l'échelle de la planète et qui est insoutenable à l'échelle même des pays du Nord, parce que c'est pas du tout accessible. Donc, ils ont un train de vie qui est complètement fou, qui nous mène droit dans le mur, mais en plus, c'est eux qui polluent plus. Donc, c'est ça qui rend dingue, c'est que les ultra-riches et les multinationales sont majoritairement responsables de la crise climatique et écologique. Donc, les taper dans le portefeuille et réduire leur pouvoir et leur accaparement, ça aura un impact très important pour lutter contre le réchauffement climatique. Et la question anticapitaliste aussi, moi, je pense que comment on peut politiser la canicule? Côté Attaque, on a tout de suite lancé notre communication en disant
disant vous avez trop chaud, et on a repris la com du gouvernement, le réflexe boire de l'eau, se rafraîchir, et nous on a mis désarmer les multinationales, taxer les ultra-riches. Voilà, on politise justement ça en disant qu'en fait il faut agir sur les causes structurelles de ce réchauffement climatique. C'est évidemment interroger notre modèle économique, notre modèle capitaliste qui produit avec des ressources finies et une population qui explose. Donc aujourd'hui le modèle est complètement éculé et c'est vrai qu'il y a un déni général parce que ça fait peur, les gens ont peur et ils ne voient pas de solution. Donc évidemment la clim c'est quoi? C'est des mesurettes, c'est des pansements sur des jambes de bois, tout le monde en a conscience, c'est pas crédible une seule seconde. Mais il faut du coup dire qu'il faut aller sur le terrain anthropologique finalement et de dire en fait c'est vraiment une question d'avenir de nos enfants, de vie ou de mort et tout. Il faut interroger très sérieusement notre modèle de société économique et si on ne l'interroge pas, on ne s'en sortira pas. Moi je suis assez optimiste sur le... De toute façon, toi, t'es l'optimiste, là. Oui, vous noterez qu'effectivement, le numéro hors série est composé d'un tiers. On est dans un monde où l'extrême droite a pris le pouvoir et les 2 tiers, on est plutôt optimiste. Mais là où je suis optimiste, c'est que, y compris pour des raisons scientifiques, on voit qu'on est dans une année où El Niño, qui est le phénomène qui nous vient d'Amérique latine et qui risque d'avoir frappé fort le continent européen. Donc, bon, la canicule, déjà, on la vit là, les incendies. Après, il va y avoir les grandes inondations, etc. Donc, je veux dire, au moment où il va y avoir les débats sur la présidentielle, la question météorologique du changement climatique risque d'être importante. Et là, pour la peine, je parlais de Glucksmann, dont on ne savait pas très bien où il allait, quel était le projet, mais il y a au moins 2 projets qui sont face à nous, qui est un projet de rupture de gauche qui est incarné par Jean-Luc Mélenchon et qui est un projet de rupture qui est celui incarné par Marine Le Pen. Et y compris sur la question climatique, on voit bien que Marine Le Pen, elle explique que la question climatique, alors il y a un petit changement, parce que ça, ils reconnaissent un tout petit peu qu'il y a un changement qui est lié aux activités humaines, mais les réponses, c'est évidemment, c'est la rustine, c'est mais c'est un scandale, les hôpitaux, les enfants, les EHPAD, etc. Il n'y a pas de réfrigérateur ou de climatiseur. Et à gauche, du côté de Jean-Luc Mélenchon, on a quelque chose qui est beaucoup plus original et qui risque de prendre dans le débat public, parce que je trouve ça vraiment intéressant, la proposition dont on va sans doute sur la bio-régionalité. Au temps du chaos écologique, nous répondons avec la planification et la régionalisation écologique. Pour ou contre? Pour, évidemment. Les régions seront entièrement restructurées autour des grands bassins versants des fleuves. Elles seront dédiées à la bifurcation écologique. Elles formeront la première ligne d'alerte, de proposition et de mise en œuvre de la planification écologique. Je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que, y compris de réfléchir sur la manière dont on s'organise administrativement, mais administrativement, ça veut dire aussi réfléchir à des politiques d'urbanisme local en fonction de la géologie, en fonction des territoires, en fonction des contraintes, etc. Je trouve que c'est un sujet qui risque d'être repris, comme souvent d'ailleurs, quand il a pensé la planification, quand il a pensé... Voilà, c'est des choses qui... Les insoumis, on peut les critiquer pour bien des choses, mais ils apportent dans le débat public des choses qui sont intéressantes. Et je pense que cette affaire de biorégionalité, on va en entendre beaucoup parler, parce que je la trouve juste sur le plan scientifique, c'est-à-dire que ça s'appuie sur des compétences scientifiques de mener des politiques publiques. Et le ORN, vous regardez partout, les mairies RN passent là. La bétonisation, c'est le projet idéal du Rassemblement national. Donc je pense que les gens sont intelligents. Je pense que le débat public, en tout cas j'espère que le débat public sera honnête et qu'on verra quand même apparaître qu'il y a quand même d'un côté une forme de subtilité. En plus, les insoumis, ils disent pas tout, ou la gauche dans son ensemble, même les écologistes d'ailleurs, ne disent pas le climatiseur c'est caca et il faudrait faire que ça. Ils disent il en faut là tout de suite pour répondre aux situations d'urgence. Mais il y a une perspective politique de plus long terme que je trouve intéressante du côté de la gauche, des écologistes et de la France insoumise, là où en face, on a quelque chose de simpliste, mais qui s'inspire aussi des gouvernements dont on connaît ce qu'a donné Bolsonaro au Brésil avec la déforestation qui a continué. Enfin, à un moment donné, l'élection présidentielle, c'est aussi un bilan que n'a pas Marine Le Pen, mais qui sont aussi ceux des amis de Marine Le Pen. Donc j'espère que la question climatique, hélas, parce qu'elle sera au cœur de notre actualité, sera un des enjeux de cette élection présidentielle. Eh bien, nous aussi, à la base, si j'y suis, on pense que les gens sont intelligents. Donc, dès septembre, on se retrouve dans la rue. Bougez-vous, tu as écrit, bougez-vous, on fait quoi? Organisons-nous. Donc, le mouvement social dans la rue et les partis politiques nous écoutent. Voilà. Nous obéissent. Voilà. Finalement, on est écoutés, puis ça y est, tout va bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi. Et surtout, vive! Allez, tous ensemble! Vive la France!